Vous écoutez l'Ambition au féminin épisode 162 et aujourd'hui, on reçoit Émilie de Carufel avec qui on va parler de chaos, de créativité et d'innovation. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que je vous trouve en bonne forme. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue où on va parler d'un sujet qui est probablement mon sujet de l'année. J'ai l'impression que tout ce que je fais en ce moment me ramène vers cette réflexion. Et c'est une réflexion autour du chaos. Et dans les dernières années, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé avec le concept du chaos parce que il est très, très proche de la créativité, il est très, très proche de la réalité entrepreneuriale et dans toutes mes réflexions autour de qu'est-ce que c'est une entreprise autopoétique, une entreprise qui s'autorégule, une entreprise qui vise la durabilité, bien, la notion de chaos est vraiment importante parce que bien, elle fait partie de notre expérience humaine, de notre expérience entrepreneuriale, elle fait partie même de notre expérience organique, hein, comme corps humain, comme être vivant dans un univers qu'on comprend très peu, hein, en rétrospective. Et pour pas être trop métaphysique, là, quand on ramène ça à l'entreprise, ben, tu sais, c'est sûr que parce qu'on est limité dans notre connaissance du futur, on est limité même dans notre connaissance par rapport à tout un tas de décisions qu'on doit prendre, on doit apprendre à naviguer le chaos. Et une des places où on doit justement travailler avec ça, le structurer, c'est dans tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, de l'ordre de la tech, de l'ordre de n'importe quel système ou effort de trouver des solutions. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui avec mon invitée, Émilie de Carufel, qui, justement, c'est une personne, selon moi, comment je la connais et comment je la vois, qui est très habile avec cette notion de chaos et à aider les équipes, souvent en entreprise, les startups, etc., à naviguer ce chaos pour en faire ressortir de la richesse. Donc, qui est Émilie de Carufel? Ben, c'est une personne qui a comme passion de concrétiser les idées folles. Elle aime résoudre des problèmes complexes avec des solutions créatives, simples, funky et concrètes. Le tout dans un processus itératif et full collaboratif, bien sûr. Et Émilie dit qu'elle ne sait plus combien de fois les gens sont venus la voir pour lui dire « Émilie, j'ai une idée folle, t'en penses quoi? » Et 92% du temps, elle dit « Cool, essaie ça au plus vite. » Donc, elle a passé 25 ans dans des rôles de gestionnaire de projet, Scrum Master et de gestionnaire en transformation, hein, des projets funky, impossibles à réaliser. Elle en a une tonne derrière la cravate. C'est quelqu'un qui ose faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents. C'est exactement l'interlocutrice que j'avais besoin pour parler d'innovation, de créativité et surtout de la place du chaos pour venir chercher nos plus belles et nos plus efficaces idées. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec cette entrevue avec Émilie. Hello, hello, Émilie! Comment vas-tu? Bienvenue sur l'Ambition féminin. Ça va bien, toi? Merci de m'avoir invitée. Oui, ça va super bien. On s'est parlé il n'y a pas longtemps et puis je me disais, ça va être tellement intéressant de se parler plus longuement sur le podcast, dans cette entrevue. Je donne tout le temps un petit contexte de pourquoi je t'ai invitée. En fait, je sais pas, je pense que je t'avais vu passer. Je te vois souvent passer sur LinkedIn. Et là, j'avais vu particulièrement
un post où tu partageais une vidéo que tu avais mis sur ta chaîne YouTube OK. et j'ai regardé ta vidéo et j'étais crampée. Yes! J'ai atteint mon but! Puis, tu sais, c'était comme toi qui créais le chaos dans une salle de réunion, dans un événement, et toi qui commentais ta création de chaos. En tout cas, on va mettre le lien, genre, naturellement, de cette vidéo dans les notes pour ceux qui veulent regarder, mais j'étais comme, c'est tellement bon, puis en même temps, c'était tellement low-tech, dans le sens, ta vidéo était Ah, pas super léchée, montée, whatever, pas tu en sais, tout. Ouais. c'était vraiment naturel. Puis j'avais vraiment aimé comme le message sous-jacent qui passait de tout ça parce que je suis beaucoup en train de réfléchir à la place du chaos dans nos processus Mhm. créatifs, puis Mhm. à comment, tu sais, genre, je pense que t'étais peut-être là quand j'avais donné mon programme sur la détox de la bonne élève, tu sais, genre beaucoup Mhm. Oui, de oui. sortir des carcans préétablis. Mais bon, c'est une longue introduction que je viens faire. D'habitude, je commence avec ma question brise-glace, qui est ce que tu voulais être quand tu étais petite. Ah, j'ai tellement plein de bonnes histoires. Je vais essayer d'en choisir une par rapport à ça. Yes! OK. Une chose là qui faisait bien rire mon entourage, quand j'étais jeune, comment ça s'appelait donc? Je voulais être. Ah, je me rappelle plus du terme, là, mais c'était la professionnelle qui s'occupe de faire les vitrines dans les magasins. Tu sais, les Wow! mannequins puis tout, ça, c'était à cause du film qui s'appelait Mannequin. Genre, je sais pas si tu te rappelles, dans les années 80. L'idée, le concept du film, c'est très simple. C'est genre un gars qui est célibataire, mais il est donc fin, tu sais, puis finalement, il est pas capable de se trouver personne à son goût. Puis là, il travaille dans un magasin, puis il fait des vitrines. Puis là, il y a un des mannequins qui, pendant la nuit, est une vraie femme, là, quasiment comme une Oh, sirène, là, tu sais. wow! Exactement. Puis là, ben, elle l'aide à concevoir des vitrines, là, écoute, complètement éclatées, là, super réalistes, puis ça, puis là, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et ça, c'est un film qui m'a marqué, là. Moi, je sais pas quel âge que j'avais, mais je te dirais à 8-10 ans, puis j'étais comme, ouais, c'est ça que je veux faire, moi. Je veux faire des vitrines dans les magasins avec des mannequins. Hey, je rêvais de tout ça. Faire des mises en Intéressant. scène, puis tout. Ouais, c'est ça Puis que est-ce je qu'il veux finit faire. avec elle? Est-ce qu'elle redevient humaine pour toujours? Je m'en rappelle plus. Je pense que je suis due pour le re-regarder. Ça doit pas être bien bon, d'ailleurs, aujourd'hui. Je me rappelle plus, là. C'est genre une affaire de sirène que, genre, il l'embrasse puis elle devient humaine ou je sais pas Ah trop, là. ouais, Je sais pas. Je wow! sais Non, j'ai pas. jamais entendu parler de ce film-là. Intéressant. OK, j'ai jamais rencontré personne qui voulait faire ça dans la vie. Fait que c'est vraiment très cool. Ce que je retiens de ça, naturellement, c'est créer des choses inusitées pour les gens, comme qui vont Mhm. les attraper dans leur quotidien, qui vont leur donner une expérience différente aussi, puis Hmm. peut-être les mettre en joie, qui sait. En tout cas, les amener à acheter. Ouais. Ben, c'est drôle, tu sais, moi, ce qui me faisait triper, c'est créer l'ambiance, puis le faire comme, ah, mon Dieu, c'est bien le fun. Puis je me faisais des setups de vitrines dans ma, parce que je dessinais. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que je suis comme, ah, je m'étais jamais penchée sur le en dessous, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, Mhm. là. Bref. Mhm. Ouais, non, c'est une des raisons pour lesquelles je pose cette question, parce qu'il y a toujours il y a comme quelque chose de cohérent dans notre cerveau qui fait qu'on a envie de peut-être répéter ça dans d'autres sphères de notre vie ou dans Mhm. d'autres façons. Ben, on va explorer ça à travers la, cette entrevue. Mais bon, pour en revenir justement, bon, à cette histoire de YouTube et de Oui. chaos forcé, euh, j'avais trouvé ça super intéressant, puis j'avais eu envie de t'entendre justement plus en profondeur sur ta vision de la place du chaos dans l'innovation, la place du chaos dans l'entreprise, parce Mhm. que dans le fond, toi, tu travailles avec des équipes pour les Mhm. aider justement à créer des nouvelles, Ouais, à solutionner des problèmes de façon différente. Puis pour ouais, ça, tu leur crées des expériences ouais, inusitées aussi, ouais. qui les sortent de leur modèle de réflexion. Fait que je voulais commencer avec une question. Tu sais, le mot innovation, c'est un terme qui peut être un peu intimidant, je trouve, pour certaines Mhm. personnes. Mhm. Euh, un peu comme si c'était réservé, tu sais, aux startups tech, à genre, tu sais, des entreprises avec des départements de recherche et développement, genre, tu sais, puis des choses bien Mhm. compliquées. Puis toi, comment est-ce que tu définis ce terme-là ou comment est-ce que tu vois c'est quoi l'innovation, comment tu le comprends?
Moi, comment je le comprends, l'innovation, c'est tout simplement une nouvelle façon de faire les choses, de présenter les choses qu'on n'a jamais fait avant. Mais pas qui s'est jamais fait avant sur la planète entière. Que, par exemple, une compagnie qui était toute papier, puis que demain décide de un petit peu s'informatiser, ben c'est une innovation pour eux. Des Mais c'est pas nécessairement aussi complexe que ça. Ça peut être juste de dire, on change notre processus puis on le vire à l'envers pour notre processus. Ça peut être de marketing, ça peut être de rédaction, ça peut être de comment on crée des événements. L'innovation, c'est tellement plus simple qu'on pense. C'est juste d'avoir le courage de se regarder dans le miroir, puis de regarder ce qu'on fait, puis qu'on prend pour acquis depuis des millions d'années. Bon, peut-être pas des millions, mais depuis longtemps. Puis de dire, hey, y aurait-tu d'autres moyens de voir les choses, puis de faire autrement, puis on l'essaye-tu? C'est juste ça. Comment moi, je le vois, du moins. Ouais, puis comment est-ce que tu as décidé de vraiment t'intéresser à ça, puis à À ça. comment les gens ils vivent ça? Ouais. Il y a quelques années, je venais de débarquer dans une compagnie de tech aussi, là, numérique, tout ça, puis je venais juste d'arriver, puis j'étais flabbergastée de voir comment je trouvais que le monde dormait au gaz. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était tous des soldats dans nos petits cubicules gris, là, puis qu'on chuchotait, c'est pas des farces, là, genre le monde, il chuchotait pour se parler. J'étais là, merde, il y a plus d'ambiance dans une bibliothèque, là, qu'ici, là. On est une compagnie en tech. Je veux dire, on doit innover parce qu'on est mort demain, là. Puis ça, c'est, d'ailleurs, parenthèse, c'est souvent une affaire qu'on se fait croire de, oui, on innove, on est bien bon, pis tout. C'est pas vrai, parce que dans le fond, si tu changes pas et tu remets pas en question tes façons de faire, même tes produits, tes services et tout ça constamment, peut-être pas à minute près, mais facilement tous les mois, tu vas te faire ramasser par la compétition qui, eux, vont le faire. Fait que c'est une question de vie ou de mort, là. Bref. J'étais dans cette compagnie-là, puis je me disais, je peux pas croire qu'on n'est pas comme en train de réinventer le monde. On est 500 cerveaux dans cette compagnie-là, là. Hey, on devrait être écœurant. Comment ça se fait? Puis je me suis donné le défi personnel, je sais pas trop pourquoi, mais je me suis dit, ça change-tu une culture d'entreprise? Parce que je me disais, si ça change pas, là, ça veut dire qu'une compagnie de même qui a 500 cerveaux, ben on met la clé dans la porte ou on met tout le monde dehors. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Là. Ça veut dire qu'on va fermer plein de compagnies d'ici 2, 3, 5, 10 ans. Tu sais. Je me suis dit, ça doit se changer une culture comme ça pour être plus innovant, pour être plus créatif, avoir plus d'audace. Tu sais. Mais comment? C'est ça l'histoire. Comment? Wow. C'est ça. Fait que ça vient de là, en fait. Puis là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as genre parlé à ton manager, puis tu lui as dit Bien, voici l'état des lieux. Ouais, ben, tu sais, j'étais gestionnaire de. Ça fait. Hey, j'ai compté ça, c'est pas des jokes, ça fait quelques semaines que je comptais ça, ça fait genre 20 ans que je fais de la gestion de projet. Donc, de par mon rôle de gestionnaire de projet, je suis habituée d'avoir des gens qui font partie d'une équipe, mais pour lesquels j'ai aucune autorité sur eux. En fait, un gestionnaire de projet, typiquement, n'a jamais d'autorité sur personne. Donc, tu dois être mauditement, excuse-moi le terme, créatif pour être capable d'embarquer le monde avec toi, tu sais, puis que le monde s'auto-organise jusqu'à un certain niveau, etc. Bref, je me disais, de par ce background-là, j'arrivais souvent avec mes équipes à plus petit niveau à arriver avec des micro-innovations, tu sais, mais c'était à micro. Puis ça restait dans l'équipe, puis ça savait pas vraiment d'une équipe à l'autre, tout ça, fait que c'était vraiment très, très silo power, là. Fait que oui, je me suis dit, OK, ça change-tu une culture d'organisation? Fait qu'évidemment, j'ai fait ça by the book, tu sais, parce que là, tu cherches sur les internets, puis la recette, c'est, tu vas voir ton boss, faut que ça parte d'en haut, blablabla, blablabla. Ben là, c'était pas drôle. je me suis, ça a pas marché pas en tout. Pas en tout. Je me suis pété le nez sur un mur, sur plusieurs murs d'ailleurs, parce que là, ce que j'arrivais, c'est, je faisais des belles présentations, j'essayais de convaincre les boss, dans le fond, de dire, hey, tu sais, il faut qu'on soit plus innovant, tu sais, il faut qu'on essaye, qu'on donne la permission au monde d'innover plus, il faut que ci, il faut que ci, il faut que ça. Puis là, c'était, ah oui, mais on n'a pas le temps, puis on n'a pas le budget, puis blablabla. Fait que j'étais comme, bon. Fait que là, ça n'a pas marché. Je me suis fait fermer la porte au nez, tout ça. Fait que je me suis dit,
ça marche pas. Ça change pas une culture à moins que ça parte d'en haut. Je suis comme, ah, mais ça se peut pas, genre, tu sais, un peu comme, là, tu devrais voir l'image que j'ai dans la tête, c'est comme une rébellion en prison, là. Tu sais, si les prisonniers se mettent ensemble, là, on s'entend dessus que les gardes, ils ont aucune chance. Ça passe pas. Mais, faut que les prisonniers, ils se parlent entre eux, puis il faut qu'ils se disent, OK, go, on y va, tu sais. Bon, c'est pas la meilleure image, là, mais c'est un peu ça quand même. Fait que je me suis dit, tranquille, en fait, sans nécessairement avoir une stratégie en tête, là, l'instinct de survie était dans le tapis, à côté dans le tapis, puis je me disais, ben, là, il y avait des équipes qui étaient game. Tu sais, il y avait des équipes, là, je le sentais, là, ils brûlaient, là, le feu intérieur brûlait, là, de genre, on voudrait, par exemple, utiliser telle nouvelle techno que personne dans la compagnie utilise pour faire tel nouveau projet. J'étais comme, OK, guys, on le fait. Puis là, c'était du jamais vu parce que là, nous, ben, non, mais là, ça a été approuvé par tel boss, puis le boss du boss, puis le boss du boss du boss du boss, puis tout ça. Je suis comme, ben, vous me dites que ça fait pas de sens d'utiliser la vieille techno. Faisons un genre de business case, puis dans le fond, allons-y pour faire un espèce de prototype, allons tester ça, puis allons voir, tu sais, combien de temps on aurait besoin vraiment pour prouver notre idée. Puis ce qui nous a aidé, en quelque part, c'est qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de budget, on n'avait pas de temps, on n'avait pas rien. Fait qu'il fallait qu'on fasse des miracles avec pas grand-chose. Fait qu'il fallait qu'on aille tester l'idée avec pas grand-chose. Ce qui est, en parenthèse, la base, je pense, de l'innovation. C'est de tester avec quasiment rien comment on est capable d'aller faire une preuve de concept. T'sais. Fait que j'ai commencé comme ça avec des équipes qui étaient vraiment en game, puis là, tranquillement, pas vite, on a eu un autre win. Tu sais, c'était ben le boss, il a dit oui à notre changement de techno. Parfait, cool. Là, moi, je faisais du bruit avec ça. Ça, c'est un autre leçon. Je fais du bruit, ça contamine les autres. Là, les autres sont comme, comment ça? Comment ça qu'elle a réussi? Elle? Comment ça que leur équipe a réussi? Ah, ben, on a fait un business case, on s'y est pris comme ci, comme ça. Ah, ouais, OK. Parfait, c'est pas grand-chose. Prochaine affaire, que j'entends une équipe chialer, parce que moi, c'était ça mon cue, quand le monde chialait, que quelque chose se passait pas. Là, j'allais voir, sont-ils prêts comme à se mettre en mode solution, tu sais. Et ainsi de suite. Puis finalement, ça a été jusqu'à créer le mouvement Spark the Change dans l'entreprise. Et dans le fond, c'était très, très fortement inspiré du mouvement Spark the Change qui est collé au mouvement d'Agile Montréal à Montréal. Puis l'idée, c'est sparker le changement, en fait, d'allumer la flamme ou du moins de mettre un petit peu de gaz sur la flamme de changement, tu sais, que les gens ont à l'intérieur d'eux. Puis ça a fait vraiment un mouvement trans-équipe, trans-département, où là, les gens se sont mis en mode solution. Au lieu de chialer contre le boss, contre la stratégie, contre ci, contre ça, on peut pas rien faire, là, c'était « Ah, OK, moi, j'ai une idée. » C'était comme « OK, là, ils venaient me voir. » Puis, je les aidais à framer leur idée, puis à dire « OK, toi, ton idée, là, c'est ça. Là. Toi, là, tu veux construire la navette pour aller sur Mars. OK, là, on va couper dans le gras de ton idée, puis on va aller valider ton concept. Fait qu'on va construire une navette en bâton de popsicle, puis on va regarder si ça vole. » Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis là, ben, il y a des projets qui ont marché, des projets qui n'ont pas marché, mais l'idée, c'était pas important que ça marche ou pas. L'idée, c'était de changer le mindset pour dire, je suis capable, si j'ai une idée, je suis capable de comme briser mon idée en plus petits morceaux, d'aller valider ma preuve de concept, puis d'avancer comme ça. Ouais, c'est super intéressant. Ça me fait penser, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Thinking in Systems. Tu sais, c'est sur la pensée systémique, le system thinking, qui, je pense, est vraiment proche et adjacent au design thinking ou tu sais, peut-être même le père du design thinking plus de niveau philosophique, genre. Puis c'était intéressant parce que ça parlait du fait que tu sais, un organisme ou une organisation, ça a tellement genre de... Ça doit être capable de s'auto-organiser pour pouvoir fonctionner, puis que les hiérarchies qui sont bâties, ben, c'est des types d'organisations pour maintenir des structures. Mais ce qui est intéressant dans ton anecdote, c'est que tu es allé dans le modèle hiérarchique, mais sa fonction à quelque part au boss, puis le boss du boss, eux autres, c'est de maintenir les structures qui sont déjà en place pour pas que le chaos s'installe trop. Sauf que là où ça a été
efficace, ça a été de rentrer directement au sein de l'équipe qui, là, sont capables de s'auto-organiser, puis là, de créer, genre, du changement de cette façon-là. Euh, Puis je trouve ça super intéressant, tu sais, plus de le voir comme ça, là, d'un point de vue méta, Mhm, là, de mhm, le comprendre comme ces mhm. deux tests que tu as fait, là. Ben, tu sais, puis c'est drôle ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à l'analogie du carré de sable. Bon, je parle tout le temps de carré de sable. Le fameux carré de Mhm. sable où tu dis, ben, c'est quoi mon carré de sable où j'ai comme carte blanche, mais dans mon carré de sable. Là, on ne voit pas, là, mais je fais des Ouais. mouvements avec mes mains pour montrer la grosseur du carré de sable. Puis une équipe qui s'est jamais auto-organisée de sa vie, tu vas pas commencer à lui dire, vas-y, garoche-toi dans l'océan, puis aie du fun, puis Mhm. innove, puis ah ouais, gère-toi. Mais non. Fait que tu donnes un petit carré de sable, puis l'idée, c'est de dans le petit carré de sable, tu as carte blanche, mais le carré de sable est tellement petit, puis le contour est clairement défini, fait qu'il n'y a pas de, il y a pas comme de confusion à dire, ouais, mais j'ai-tu le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça? Tu sais, je peux-tu, tu sais, c'est niaiseux, là, c'était de dire, par exemple, j'ai-tu le droit de faire une preuve de concept avec tel logiciel? Je pense que j'ai pas le droit. Puis là, c'était comme, mais c'est parce que, pourquoi t'as pas le droit? Mais c'est parce que ça coûte 30 $. OK? Puis, ben, mais j'ai pas le droit dans mon compte de dépenses, 30 $. OK? Puis, genre, ça fait 3 ans que tu m'en parles. Ça te tente-tu, genre, de le payer de ta poche? Puis, au pire, on te remboursera après, tu sais? Ah Mhm. ouais, j'ai le droit de faire ça. C'est comme, c'est ça, là. Mais Mhm. je te dirais pire que ça, là, des exemples là, tellement comme, tu te dis, voyons donc, j'ai pas le droit de faire ça. Fait que Mhm. c'est une histoire de corps et de sang. Puis ces équipes-là avec lesquelles je travaillais qui étaient game, plus j'avançais avec ces équipes-là, c'est-à-dire de les aider à structurer leurs idées, à prototyper, à faire, à prouver que leurs idées sont bonnes, parce que c'est pas toutes les idées qui sont bonnes, mais il faut qu'on sache pourquoi elles sont pas bonnes puis qu'est-ce qui est bon. Mhm. Mais on agrandissait au fur et à mesure les carrés de sable. Mais après ça, mais tu as quand même besoin des boss. Je veux dire, c'est les boss qui vont tracer les carrés de sable. Les boss Mhm. sont là pour aider, pour amener à une certaine vision, une direction. C'est sûr, là. Mais Mhm. micromanager, dire quoi faire puis comment faire, ça aide pas tellement. Ouais. Puis ce que j'aime dans ça aussi, c'est le côté organique de tout ça, parce qu'à quelque part, tu sais, puis moi j'utilise de plus en plus, là, depuis que j'ai commencé à réfléchir à autopoésie, c'est tout ça, au mécanisme naturel, mettons, du corps de s'auto-régulariser, Mhm, puis des choses comme ça. Mais, tu sais, il faut le penser comme chacun de nos systèmes dans notre corps sont capables de faire tout un tas de choses de façon indépendante, puis des fois de créer un bypass parce qu'il y a comme, OK, là, genre, je sais pas moi, mon petit doigt a arrêté de fonctionner, fait qu'on va utiliser genre un autre chemin pour amener mhm, l'information là où c'est nécessaire. Bref. Euh, mais que, à quelque part, ma structure de mon corps humain reste la même. Tu sais, genre, je deviens pas un ornithorynque parce que non, ma température a commencé à se régulariser à d'autres choses. Fait que exact. je pense que c'est la même aussi analogie de voir comme, OK, ben ton carré de sable, c'est vraiment ces limites-là qui font, ben la culture de l'organisation, elle reste plus ou moins semblable. Tu sais, on a les mêmes objectifs, on a tu sais, la même vision qui perdure, mais à l'intérieur de ça, il y a de l'espace. Puis cet espace-là pour bouger, je pense que c'est là que le chaos ou la conversation autour du chaos devient intéressante, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du chaos, mais le chaos permet le changement. Tu sais, permet d'aller faire ces transmutations-là pour Mhm, trouver différentes façons de faire. mhm, mhm. Mais ça fait peur, le chaos. Ça me fait encore peur. C'est, Mhm. c'est, c'est même dans mon processus créatif. Là, tu vois, je suis en train de créer une présentation que je fais dans quelques jours. Puis le début de mon processus était évidemment chaotique, là, puis ça me faisait peur. Là. C'est encore difficile, même si je sais pertinemment que ça va mener à quelque chose. Mais le chaos du début, là, ça fait vraiment, vraiment peur. Parce que nécessairement, il y a des faux pas, nécessairement, il y a de la perte de temps, je vais dire en grosses guillemets, là. Mais Mhm. c'est pas nécessairement de la perte de temps, mais on peut le voir comme ça quand on sait pas où on s'en va. C'est Mhm. ça au début, là, on sait pas où on s'en va, tu sais. Vraiment. Ouais, puis je pense que j'aimerais ça que tu nous parles justement de cette expérience que tu avais faite, parce qu'encore une fois, ton carré de sable était petit dans cette vidéo YouTube que tu avais filmée, euh, dans laquelle tu étais dans une conférence, une salle de conférence du moins. Puis, en tout cas, je te laisse comme nous expliquer un peu ce que tu as créé avec ça, parce que je trouvais ça vraiment intéressant de voir aussi
comment les gens ont commencé à réagir au début, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, ouais, raconte-nous cette anecdote. Salut les ambitieuses! Je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, ça a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans ta vision, peu importe les tempêtes que tu vas rencontrer au fil des ans. Mais il faut pas non plus se faire d'illusions. Ton énergie est limitée, tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts, et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton business, même quand le monde est sans dessus-dessous. Si je te parle de ça, c'est que le temps est venu de réouvrir les portes de mon programme signature Autopoiesis. Ce programme, c'est un hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire guider dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. Tu es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Si tu veux avoir tous les détails et être invité à la masterclass privée « Apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial », va tout de suite remplir le formulaire qui se trouve sur la page du programme à mtamarque.com/autopoiesis. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. C'est à mtamarque.com/autopoiesis, auto comme voiture et poiesis, P-O-I-E-S-I-S. Et t'inquiète, si tu arrives sur mon site, tu vas le trouver facilement dans l'onglet Programme. Maintenant, de retour à l'épisode. Cette conférence-là, ça faisait un bout que je l'avais dans ma tête, là, parce que, en fait, ça fait un peu référence à l'histoire que je te racontais tantôt de la genèse de mon intérêt pour l'innovation, puis de dire comment ça se fait que quand on donne la permission aux gens d'innover puis d'avoir des idées, ça se passe pas. Comment ça se fait, tu sais? Puis dans toutes mes expérimentations que j'ai pu faire, c'est qu'une des choses que j'ai réalisées, c'est que il faut briser des règles pour innover. Puis c'est dur au début, tu sais. C'est vraiment, vraiment dur de briser ces règles-là parce qu'on dit, ben non, c'est le même pour qu'on fasse ça. Tu sais, le fameux dans les entreprises, ben non, on a toujours fait ça de même. C'est une règle souvent non écrite, là. Donc, il faut briser des règles. C'est difficile de briser les règles et c'est encore plus difficile de briser des règles quand on n'est même pas conscient que c'est des règles. Fait que j'avais envie d'adresser ça dans cette conférence-là où on parle, c'est un événement sur l'agilité, tout ça, fait que c'est vraiment tout le développement de logiciels qui est, bref, une méthode de l'agile. Je vais skipper par-dessus ça, mais c'est vraiment très technique, les conférences d'habitude. T'sais. Puis là, le thème, c'était de ramener l'humain au centre de l'agilité. Fait que je me dis, mais c'est parfait, ça fit. Moi, je veux parler d'innovation, puis je veux parler de l'humain, parce que c'est très à la mode depuis quelques années de parler de design thinking, de parler de techniques de brainstorming, de ci puis de ça. Pour innover, ça prend telle méthode, faut que tu te fasses former, ça coûte une fortune. Et, grosse surprise, le lendemain de la formation, puis 2 semaines après, il n'y a rien qui a changé. Parce que c'est des humains qui doivent consciemment prendre la décision de faire les choses différemment, puis de s'en aller vers l'inconnu, puis vers le chaos, puis tout ça. Puis, ben, on n'aime pas ça. Fait qu'on le fait pas. Fait que finalement, ben, il n'y a rien qui se passe. Tout ça pour dire que je voulais que les gens, au-delà de dire au monde, alors, pour innover, il faut briser les règles, voici ma recette, je me suis dit, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les conférences immersives ou, les ateliers expérientiels ou tout ça, puis je trouve ça tellement plus puissant de donner comme 10% moins 10% de théorie au lieu de 100% de théorie, mettons, versus une conférence ordinaire, mais que le monde le vive et qu'à la fin, les gens en parlent. Ça, c'est puissant, là. Vraiment, vraiment puissant. Parce que ça vient plus juste de moi, puis c'est comme en groupe, on a vécu quelque chose. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, ben OK, comment on fait pour briser les règles? Comment je pourrais faire pour les amener à briser les règles puis à catcher de quoi je parle, tu sais?
Fait que je me suis dit, ben, c'est ça. C'est quoi mon carré de sable? C'est une salle de conférence, je vais dire plate, dans le sens c'est gris, avec du tapis puis des chaises tout pognées ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les salles de conférence sont pareilles. C'est ça que j'ai. Fait que qu'est-ce que je peux faire avec ça pour jouer avec ça? Puis, comment on fait pour briser des règles? Fait que ça a été ça l'idée de prendre conscience de c'est quoi les règles non écrites qu'il y a quand on assiste à une conférence, puis de les amener à les briser, puis après ça, voir les réactions. Ça, c'était très drôle. Ouais, puis pour ceux qui écoutent puis qui n'ont pas nécessairement vu encore la vidéo, tu sais, des règles non écrites, ça peut être genre, il faut qu'on soit assis sur notre chaise pendant qu'on écoute Émilie parler, ou il faut qu'on reste en silence. Tu sais, je veux dire, il y a des règles de bienséance là-dedans. Tu sais, il y a tout un tas de règles. Il y a des règles qui sont propres à la sécurité de l'endroit. Il y a des règles qui sont propres à ce qu'on a appris comme étant ce qui était poli ou pas poli. Il y a des règles qui sont... tu sais, il y a différents niveaux aussi de règles sociales, psychologiques et aussi individuelles, j'imagine, qu'on met. Puis là, c'est de nous amener à les briser d'une façon sécuritaire. Puis peut-être, justement, un mot sur la façon de briser des règles sécuritaires. Ben, je pense que ce qui fait peur dans le chaos, c'est que ça devienne dangereux jusqu'à un certain point. T'as-tu réfléchi à ça? Ou, tu sais, comme, est-ce que Non. des fois, ça déborde? Ou... Non, je suis peut-être naïve, mais, tu sais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance en l'intelligence collective. Là. C'est un terme très galvaudé, je trouve, mais c'est vraiment puissant. Puis c'est intéressant parce que à un moment donné, ça je l'ai pas mis dans la vidéo là, mais à la fin de la conférence, quand j'ai fait je posais quelques questions, puis il y avait du monde qui parlait, puis là les gens rebondissaient sur ce que la dernière personne avait dit, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, wow, tu sais comment c'est puissant l'autorégulation dans un groupe parce qu'on était quand même 150, peut-être même plus dans la salle, là, on était plein à craquer, fait qu'en plus il n'y avait pas beaucoup d'espace pour bref. Puis à un moment donné, ben c'est ça, quand j'amenais les gens à exagérer puis à briser les règles, là, le bordel a pogné dans la place. Là, il y avait des chaises empilées, il y avait du monde qui sont montés sur le stage avec le micro, il y a du monde qui ont mis de la musique dans le micro, il y a du monde qui joue avec les lumières, il y a du monde qui ont déplacé le projecteur, tu sais, c'était le chaos. Mais tu sais, encore là, moi, j'avais mon carré de sable, fait que je savais que c'était pendant X minutes, je savais que ça serait le chaos, puis même que j'anticipais que le monde se donnerait pas tant l'attention, là. Fait que je les craquais en plus parce qu'il y en avait qui étaient gênés, là, tu sais, c'était comme, ben, nous autres, on est debout. J'étais là, un peu, là. Fait que, OK, bravo, un peu plus, là, tu sais. Bref, il y en a qui ont... Puis moi, j'avais tamisé les lumières parce que moi, j'aime pas les néons blancs, fait que je m'assume là-dedans. Évidemment, j'avais mis des lumières de couleur pour ça, mettre un peu d'ambiance. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui ont joué avec les lumières. Puis là, il y avait les gros néons blancs, tu sais, full blanc, qu'il y avait dans toutes les autres conférences. Personne n'avait joué avec ces lumières-là. Et sauf que là, tout le monde était comme habitué à une espèce d'ambiance un peu tamisée. Puis là, il y a du monde qui ont joué avec les lumières. Puis là, c'était comme... Mais le groupe a réagi. Le groupe a fait comme ou tu sais, grimace sonore, whatever. Qui fait que les gens qui jouaient avec les lumières ont arrêté de jouer avec les lumières puis ont remis ça comme si c'était. Intéressant. Fait que ce que la personne amenait à la fin, quand on avait notre get-together là, pour discuter de ce qu'on venait de vivre ensemble, c'était « Wow, tu sais comment le groupe a comme auto-régulé la patente. » Fait que j'ai pas peur au débordement parce que quand on est un groupe comme ça se gère. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas. Après ça, je sais pas. Je pourrais pas te dire c'est quoi le concept en arrière de ça, mais... Ouais, il y a peut-être l'intention aussi de ce que, tu sais, parce que bon, aussi quand on est une organisation ou une équipe ou un groupe, tu sais, on travaille tous dans une direction X, fait que, tu sais, il y a des limites aussi à ce qu'on veut dévier les gens du projet ou de l'objectif ou des choses comme ça. Puis là, c'est sûr, ils étaient dans une conférence, tout le monde était là pour une raison, c'était pas random de... Tu sais, celui qui voulait aller, mettons, au show de Metallica, il s'est pas ramassé dans ta conférence parce qu'il aurait comme créé un autre type de chaos. Ouais, effectivement, là, c'est ça, effectivement. Puis, tu sais, je connaissais la crowd aussi, là, fait que je savais que j'avais pas... qu'il fallait que je travaille fort quand même pour que ça lève. Effectivement, si ça avait été une autre crowd, ça aurait été d'autres choses, là. Mais je connaissais la crowd, mais non, c'est fabuleux de voir le groupe s'auto-réguler comme ça, là.
C'était fantastique. Puis on m'a même dit à la fin de la conférence, c'est ça, on était 150 dans la classe, là, fait qu'on était quand même pas mal. Puis c'était 1 heure la conférence, fait que ça va vite. En sortant de là, je me suis fait dire, aïe aïe, on était 150, puis je sentais que j'avais un lien particulier avec tout le monde dans la salle. On était comme devenus des best friends, toute la gang dans la salle. J'étais comme, ouais, on a vécu quelque chose de si simple en même temps, tu sais. Ouais, puis j'aimerais ça le ramener peut-être au processus de solutionner ou de créativité, tu sais, de solutionner des problèmes, parce que bon, je pense que toi et moi, on voit solutionner des problèmes demande de la créativité, tu sais, tout va dans le même, tu sais, dans la même, le même bateau. Mais tu sais, une fois que tu as accepté de briser les règles, après ça, est-ce que tu fais juste attendre, tu sais, comme après ça, il y a un processus de structuration à quelque part qui doit s'établir, tu sais, tu dois ramener tout ce chaos-là d'une certaine façon vers, tu sais, canaliser cette énergie, comme c'est quoi l'étape après le chaos, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait Ouais. avec ça? Ben, tu sais, quand on parle de brainstorm, il y a souvent, comme genre, mettons, 3 étapes. Je vulgarise très, très haut niveau. Il y a le processus de, je vais parler en franglais. On frame le problème, fait qu'on va vraiment bien cadrer c'est quoi le problème, puis là, on va aller creuser le pourquoi du comment, puis les 5 pourquoi, puis en ouais, puis s'assurer qu'on a compris le bon problème à solutionner. Après ça, deuxième étape, ça, c'est l'idéation. Là, on appelle ça de la divergence. Fait que les signes, tu sais, c'est comme les petits chapeaux de canard, là, ou, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais. Fait qu'on diverge. Là, c'est là qu'on exagère. Puis tu vois, c'est là que briser les règles s'insère. Le briser les règles, ça nous aide à ouvrir nos yeux, ouvrir nos opportunités, à pas juger, genre, toutes les idées, les affaires pas rapport, là, qui vont nous passer par la tête, on les dit. Puis là, vu qu'on se re-questionne sur les règles, ben, on arrive avec des idées tellement nouvelles, des fois, c'est souvent super simple. Puis c'est là qu'on va diverger. Puis là, on a exagéré, puis là, on a 58 000 idées, puis là, c'est le party, tout ça. L'erreur qu'on fait souvent, c'est, là, on est avec tout ça, puis on est comme, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Fait que l'idée, après ça, c'est de converger. Fait que là, on ramène le signe l'autre bord, là, le signe de canard. Je sais pas, on appelle ça des becs de canard. J'ai jamais entendu bec de canard, mais je sais pas, des accents circonflexes, des crochets, je sais pas comment. Le côté, là, je sais pas trop. Ouais. En tout cas. Bref. Fait que là, on vient juste pour expliquer à ceux qui voient pas, Émilie fait un signe avec ses mains où ses deux majeurs sont ensemble comme un petit triangle. Bec de canard. C'est ça. Bref. Merci. Fait que bref, après ça, il faut converger. Converger, ça veut dire que là, c'est pas toutes les idées qui sont bonnes. On va prendre des... Puis aussi, dire une bonne idée, c'est pas seulement une bonne idée, c'est une idée qu'on va aller creuser, qu'on va aller valider, qu'on va aller faire une preuve de concept pour aller valider si c'est une bonne idée ou s'il y a quelque chose de bon. Parce que dans le fond, quand on vient converger, là, on se ramasse avec un diamant comme brut, là. C'est pas beau, là. Puis là, on s'en vient voir, on a-tu vraiment un diamant là-dedans ou on s'est complètement trompé puis c'est pas ça pantoute, finalement. Fait que pour converger, il y a plein de manières de faire. Tu sais, il y a les fameux axes, là, on va penser, c'est une matrice qu'on appelle ça? Oui, une matrice avec 2 axes, puis les axes, ben, on va mettre whatever, les critères qui sont les plus importants pour nous. Ça peut être la faisabilité, l'argent qu'on doit dépenser pour tester cette idée-là. Ça peut être la valeur qu'on amène à nos clients, à notre business, peu importe. Puis on va venir prioriser ces idées-là. Puis là, ben, on en choisit de préférence 1, 2 ou 3 gros max. On prend cette idée-là, puis là, on essaie de se dire comment est-ce que je peux aller valider cette idée-là, évidemment, avec les principaux intéressés, là, pas dans notre tête sur le coin du bureau pour dire genre, ah oui, c'est tellement une bonne idée. Non, c'est aller avec nos clients ou avec nos collègues si c'est une idée pour améliorer, par exemple, un processus interne avec des collègues et tout ça. Fait que comment on fait pour faire un prototype style napkin, là, que tu es capable d'expliquer sur un napkin un prototype avec des bâtons de popsicle, il faut que ça soit gênant à aller montrer puis à aller tester. C'est ça, c'est un des critères. Si t'es pas gêné de montrer ton test à tes clients ou à tes collègues ou tout ça, ça veut dire que c'est pas un prototype. Tu as travaillé bien trop longtemps là-dessus. Puis là, tu vas aller tester ça, puis tu vas aller mesurer.
intelligemment. Là, il y a plein de façons de mesurer, mais l'idée, c'est d'aller chercher du data, des données, puis de dire, c'est une bonne idée ou pas. Puis si, peu importe la réponse, c'est pourquoi. Mhm. Puis, Mhm. comme ça, on avance. Après ça, on peut aller tester l'autre idée, on peut faire des mix avec les autres idées, et ainsi de suite, puis avancer. Ouais. Ouais, parce qu'on veut voir rapidement c'est où les frictions ou c'est où les choses qui fonctionnent pas pour pouvoir après Oui. ça inclure d'autres dimensions. Puis je pense qu'il y a ça aussi. Puis quand je réfléchissais à le lien que je fais, parce que là, c'est sûr que tu parles en équipe, mais c'est le même processus qui se passe même si on travaille en solitaire dans notre business Absolument. ou on a Oui. des petites des petites mini-équipes. Mais Oui. il y a cette idée aussi de pas introduire notre ego dans l'idée, puis de comprendre que Mhm. l'idée, elle est juste là pour servir la solution éventuellement, puis que, Ouais. tu sais, se tromper d'idée, c'est pas qu'on s'est trompé parce qu'on est une mauvaise personne ou des choses de même, mais vraiment qu'on évolue à travers un processus créatif, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de ça qui bloque les gens aussi de expérimenter des nouvelles choses Mhm. pour ce que les gens vont dire d'eux ou ce que eux-mêmes Mhm. vont dire sur eux-mêmes Mhm. d'avoir Mhm. proposé ou d'avoir essayé quelque chose comme ça, alors que ça fait partie Mhm. de l'innovation. Mhm. Et c'est extrêmement difficile. C'est vrai, c'est Ouais. un bon point ce que tu amènes. Se détacher de l'idée. La valeur de l'idée n'a rien à voir avec la valeur de notre personne ou de notre expertise ou de tout ça, zéro pantoute. Mais Mhm. c'est très, très difficile et je parle en connaissance de cause, je trouve ça encore difficile. Des fois, de me dire, ah, je propose telle idée ou telle affaire, tout ça, puis je me fais démolir ça parce que ça répond pas aux besoins, parce que je ne me Mhm. prends pas de la bonne façon, whatever, c'est encore difficile. Puis c'est normal. Mhm. C'est normal. Puis j'ai l'impression que c'est plus qu'on pratique aussi, plus qu'on va chercher du feedback, plus qu'on est capable de, de se détacher de la valeur de la solution, tu sais, ou de se détacher de l'équation valeur de l'idée égale ma valeur à moi, ou valeur de Mhm. mon Mhm. expertise, tu sais. C'est, faut se pratiquer, parce que c'est pas évident. Ouais, C'est puis c'est vraiment là pas que, évident. selon moi, tu sais, c'est des expertises comme la mienne avec du coaching, puis avec de réfléchir à euh, nos schémas de pensée autour de la créativité qui va être... Mhm. parce que c'est une pratique plus que c'est quelque chose qu'on sait, tu sais, c'est une pratique Mhm. émotionnelle presque, genre, tu Mhm. sais, de naviguer à travers le chaos, puis de naviguer à travers Ouais. euh, le fait de créer. Puis, tu sais, je dis une pratique émotionnelle, mais psychologique aussi, là. Puis n'importe Mhm. quel artiste ou auteur ou peu importe qui est dans Mhm. un processus de accoucher un livre ou accoucher, genre, Mhm. d'une œuvre ou d'une business ou peu importe, ben c'est un processus qui est douloureux parce que justement, il y a toujours plein de petites morts d'ego à travers ça, puis Mhm. il y a l'incertitude, puis il y Ouais. a la peur que ça marche pas, puis qu'on ait investi Ouais. notre temps, puis tu sais, il y a ce risque-là qui fait partie de l'expérimentation, mais comme tu as dit aussi au début, c'est ça où tu meurs à quelque part, parce que si tu innoves pas, puis que Mhm. tu veux jamais passer à travers ce processus-là, ben tu vas rapidement devenir désuet et obsolète. Définitivement. Ouais. C'est ça. C'est une question de vie ou de mort. Là. Et surtout, on s'entend tout ça avec l'intelligence artificielle qui débarque, là. Tu sais, ils disent, là, toutes les tâches euh, comme niaiseuses, répétitives, redondantes, puis tout ça, ça va tout être l'IA qui va prendre le relais là-dessus, là. Fait qu'on a Mhm. tout intérêt à prendre soin de notre créativité, la collaboration, le problem solving, l'empathie, puis tout ça, parce que ça, c'est pas l'IA qui va s'en occuper, c'est nous. Fait qu'on a tout intérêt à pratiquer, puis à, ouais, cultiver ces compétences-là. C'est là, là. Je t'inquiète pour nos jeunes, by the way. Mais bref. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Mais là, on va skipper dans. Ben, parce que c'est pas ça qu'ils apprennent à l'école, pas en tout. Non, Pas en ben tout. ça, c'est pas juste nos jeunes. Je pense que nous non plus, on Oui, je n'apprend pas sais. ça. Non, non, c'est sûr que non, on n'a pas appris ça, mais sauf que là, je me dis, tu sais, OK, mettons qu'on s'attaque aux adultes, là, puis qu'on dit, OK, on va développer ces compétences-là. OK, fine, là, mais je veux dire, on pourrait aussi être intelligent puis le faire à la base, tu sais, à la source. Parce que là, dans le fond, on casse nos jeunes, ils débarquent sur le marché du travail, puis ils sont zéro fonctionnels. Je suis 100% d'accord. Pour moi, ça a été une des raisons pour laquelle je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. Euh, Parce que je réalisais aussi que
il y avait comme une tu sais, le système éducatif nous dit qu'on a besoin d'avoir X diplômes pour faire X travail, Mhm. tu sais, Mhm. ce qui est vraiment déterministe, genre, tu sais, comme voici ce que, tu sais, Mm. tu apprends pour faire, alors que là, quand tu arrives sur le marché du travail puis en emploi, ben là, t'es comme, si tu sais juste faire, tu vas rapidement avoir un plateau parce que t'es pas capable de penser, tu sais. Puis nous, ce qu'on a Exact. besoin dans le business, c'est des gens qui pensent. Mm. Mais les gens sont pas habitués à penser parce qu'on leur a dit qu'ils étaient mieux de juste exécuter que de penser. Puis là, ben, c'est justement cette Mhm. espèce de clash. Puis là, ça arrive, on a des entrepreneurs aussi qui sont encore dans cette mentalité-là. Ouais. Tu sais, la mentalité que j'appelle l'employé, mais c'est pas péjoratif, c'est juste la mentalité de l'exécutant. C'est peut-être ça que je devrais Ouais. dire plus qu'autre chose. Ouais. Ouais. Hum, Ouais. Puis c'est vraiment un gros problème de pas être capable de naviguer justement ces places-là où est-ce que tu as besoin de la pensée critique, tu as besoin de l'expérimentation, tu as Ouais. besoin de créer des connexions. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, genre, faire aller tes neurones dans de Ouais. différentes façons. Ouais. Puis tu sais, c'est même pas, tu sais, moi j'ai des jeunes au secondaire là, en ce moment là, faut que je me retienne pour pas faire des commentaires à chaque fois que je vois leurs affaires, tu sais. Puis, anyway, ça c'est une autre histoire, mais c'est même pas juste au secondaire, c'est au cégep, c'est à l'université. Ah Tu sais, ça n'a ouais! pas Ah changé non, du moment que nous on est clair. allé étudier là. C'est Non. encore ça, c'est comment on fait plaisir au prof pour avoir la bonne réponse que le prof il veut. Mhm. Yo, c'est pas de même dans la vraie vie là. C'est pas comme ça, genre. Fait que là, tu débarques, ah oui, bravo, tu as tout le savoir, puis tout ça. Tu sais, on dit souvent, ah oui, mais l'université, c'est pour te montrer, tu sais, te donner une rigueur, une façon de Ah ouais. penser. Je sais pas toi, mais moi, je suis sortie, hey, je suis arrivée en entreprise. Et Seigneur. En plus, je suis arrivée en entreprise, je me dis, ah, moi, je vais appliquer sur des postes de direction tout de suite. La petite fille à 22 ans, elle n'a pas 8 minutes de vie, d'expérience de vie, genre. Elle est comme, ah, ben oui, moi, j'ai étudié au HEC. Ben non. Genre, Ouais, va manger tes croûtes, fille, là, tu ouais, sais. ouais. Puis, je suis même pas capable de travailler en équipe parce qu'on n'a jamais appris ça. Comment Ouais, travailler en équipe. c'est clair. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai fait un cours dans un diplôme d'administration sur le travail d'équipe. Je trouvais ça drôle. Quand même, hein? Tu sais, je veux dire, je regarde mes boss, ils me font rire, tu sais. Ils travaillent en équipe. Et peut-être, on va voir le travail d'équipe. Ça envoie des photos de leurs réponses, tout ça dans le fond. On coupe le travail en deux. Puis... Mais tu sais, je faisais ça, moi, avec. Puis à l'université aussi, c'était pareil, là. Ouais. Non, C'était non, c'est pareil. clair. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a un beau lien à faire. Tu sais, c'est intéressant. Puis, en tout cas, on aurait comme toute une autre conversation sur ça. Puis, ça, c'est vraiment mon. Tu sais, c'est explicite et implicite dans ma façon de penser au niveau, genre, du système éducatif. Tu sais, mais Mhm. bon. Tu sais, c'est pas pour rien que je parle justement, encore une fois, de bon élève parce que c'est vraiment Oui. dans cette Ouais. optique-là. Puis surtout Ouais. nous, les femmes, tu sais, où est-ce Ouais. que, genre, on veut l'avoir notre A sur notre bulletin, puis on est content quand on nous donne, genre, du praise comme ça. Mais je voulais juste revenir sur le fait aussi de les solutions qui sont créées à travers le chaos, c'est des nouvelles connexions, puis le nom de ta business, c'est la connexiologue, puis je trouvais ça hot parce que ça fait un lien aussi avec ma façon de penser à la créativité qui est de créer des nouvelles connexions neuronales, Mhm. dans le sens de créer des nouveaux chemins Mhm. qui sont pas des chemins habituels pour tes neurones de justement comme fonctionner. Puis ça, même au niveau de nos propres pensées ou au niveau de notre façon de réagir à certains stimuli ou à certains événements ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut travailler parce que c'est ça la beauté de l'être humain, c'est qu'on peut travailler avec notre cerveau de cette façon-là pour Mhm. l'amener à ouvrir ses horizons puis ouvrir ses perspectives. Fait qu'il y avait ça que je voulais faire, un petit retour avec Ah, ton j'aime nom. ça. J'aime ça. Je trouve ça cool parce que, tu sais, ça, la connexiologue, je pense que je me rappelle plus d'où ça vient exactement, mais le souvenir que j'ai, c'est quelqu'un qui m'avait dit quand je travaillais en entreprise, ah, toi, tu fais rien de connecter le monde, tu sais. Moi, je tripais. C'était comme, faut que tu parles à un tel, là, il parle de ça, il me semble qu'il y a un fit, c'est écœurant, vous allez triper ensemble, tout ça. Puis là, je connectais le monde, puis là, je connectais les projets en même temps, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Ah, mais toi, t'es une connexiologue. J'étais là. Ah, c'était comme rester de même, tu sais. Puis j'étais là. Ah ouais, c'est vrai. J'aime ça. Connecter les idées. Je le fais encore aujourd'hui. Je peux juste pas m'empêcher.
Mhm. Ah, tu devrais parler à un tel qui l'a lancé ci, puis ça, puis, ou tu sais, des idées de projet ou des trucs. C'est ça, souvent, l'innovation, c'est des affaires qui ont pas rapport Mhm. ensemble, Mhm. que tu mets ensemble, puis t'es comme, oh my God, je pense que là, on vient mettre le doigt sur quelque Ouais, chose. Tu sais. c'est clair. Mm. Ouais, d'où, encore une fois, ça, c'est une autre affaire à l'école qui est vraiment triste, c'est le manque d'interdisciplinarité euh, Ah, entre les différentes expertises, parce que les grandes découvertes, puis tout ça, ça a bien souvent toujours été quand il y avait deux domaines ou mhm. deux champs d'expertise qui se sont rencontrés, puis qui ont Ouais, réussi à solutionner un problème dans une ouais, sphère qui n'était pas solutionnable dans ouais. l'autre. Fait que, C'est la ouais, fameuse diversité, là. ouais, ouais. Moi, c'est comme, oui, puis de la diversité par rapport, là. Tu sais, de la diversité du genre, moi, je brainstorm avec mes enfants Mhm, tout le temps. mhm. Ils sont écœurants. Avec n'importe qui, là, du monde qui sont comme pas connectés au domaine, ou tu sais, là, le monde va dire, ah, non, mais j'ai pas vraiment l'expertise là-dedans, justement. C'est ça qui est Définitivement. cool. Définitivement. Sortir des silos, justement. De tous les types de Mm. silos. Mm. Wow! OK, on pourrait avoir encore une fois, genre, il y a plein de ramifications vers plein d'autres sujets, mais je trouvais ça intéressant de t'entendre sur partir de ce chaos-là, puis créer des espaces pour le Mhm. groupe de s'autoréguler, pour le groupe Mhm. de genre, comprendre aussi c'est quoi ses limites, Ouais. puis ou aller chercher des opportunités de Mm. créer quelque chose de nouveau, puis de beaucoup plus utile. Puis je retiens aussi ce que tu nous disais sur si ton MVP, si ton prototype te fait pas honte, faut C'est ça. travailler dessus. J'ai bien aimé Ouais. ça. Fait que, bon, on va naturellement mettre le lien vers ta chaîne YouTube. Est-ce que tu l'alimentes Pas régulièrement? tant, honnêtement, je devrais, là, mais genre, c'est le problème, là, je te dirais, j'ai comme trop d'idées qui me passent par la tête, puis je suis pas capable de filtrer, tu sais, je suis pas capable Hmm. de faire ce qu'on parlait tantôt, là. Je suis pas capable. Fait que là, je suis comme, ah, da, oui, telle affaire, ah, telle affaire, puis ouais, c'est ça. Puis l'autre OK. confession que je vais te faire, c'est que je m'auto-juge tout ce qu'il faut pas que je dis au monde de pas faire. Fait que je m'auto-juge et je m'auto-censure. Et donc, je me dis, ouais, mais ça fit pas trop avec la trame, tu sais, la ligne de. Mais il y en a pas de Hmm. ligne, là, tu sais. Et je suis comme, ah, ouais, mais ça me semble que ça n'a pas rapport, ça, avec juste. Puis je suis comme, ouais, mais c'est quoi donc j'essaie de faire? Ah, Tu je sais deviens pas. ton boss. Tu Ah, deviens le boss c'est qui épouvantable. t'a mis des C'est bâtons dans les roues. épouvantable, je te jure. Fait que, ouais, non, mais j'aimerais. Je trouve ça drôle, puis je me fais un devoir, justement, de faire ces vidéos-là. C'est cheap dans le sens, c'est pas important là, qu'il y ait des belles caméras pis des belles. C'est pas ça, le message, c'est pas ça. Fait que c'est de juste y aller. Là. Fait que ça se Ouais. peut qu'il y en ait d'autres éventuellement. Mais j'ai fait deux vidéos, je sais pas c'est lequel des deux que tu as regardé, mais euh, pour la conférence, là, j'en avais fait deux pour expliquer. J'avais trop d'affaires à dire. Fait que je l'ai fait en deux vidéos. Ouais. Puis on pourra mettre J'ai le vu la lien comme. première, puis la deuxième allait sortir, puis j'ai pas Ah, encore c'est regardé ça. la deuxième, mais je vais regarder la La deuxième. deuxième, tu vas rire, il y a encore plus de croustillant sur genre le en dessous, là, tu sais, oh mon Dieu, j'ai-tu exagéré? Je regrette, non. OK, bon, ben, il y a ta chaîne YouTube, et où est-ce que tu préfères quand même que les gens te suivent s'ils veulent te découvrir, s'ils veulent savoir Sur LinkedIn, après? c'est l'idéal. C'est là que je vais mettre mes pensées les plus bulles au cerveau, de type bulle au Mhm. cerveau. Sinon, il y a sur mon site web, mais sur mon site web, dans le fond, c'est les articles de blog ou surtout des histoires que je vais raconter. Ça, j'aime bien ça, aller raconter des histoires. Fait que, Génial. ouais, voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Émilie. C'était vraiment génial de t'avoir parmi nous, puis d'avoir ta perspective aussi sur ça. Puis j'espère que ça va inspirer des gens à être plus chaotiques dans leur façon de Yay! réfléchir à leur business. On n'a pas trop parlé, genre, des solopreneurs, mais je pense que les gens, tu sais, si vous écoutez d'autres épisodes de podcast dans ceux que j'ai publiés il n'y a pas si longtemps, il y a beaucoup de liens avec la créativité, puis le besoin, justement, de trouver des solutions alternatives parce qu'en ce moment, tu sais, on suit tout le temps les mêmes règles de comment la Ouais, bouffe
devrait être, puis ça crée plus de malheur que d'autres choses. Fait que... Ouais. C'est la même affaire partout, là, peu importe. Équipe, solopreneur, whatever, c'est pareil. Là. Génial. Fait que soyons plus rebelles. Soyons plus rebelles. Ouais. J'aime le terme everyday rebel. Je pense que j'ai quelque chose à faire avec ça. Genre, ça me vient en tête beaucoup ces temps-ci. Mais bon. All right, Émilie. Je te souhaite une belle fin de journée, puis à la prochaine, j'espère. Oui, à bientôt. Merci. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.